d'ici quelques secondes. J'appuie sur un bouton. Ça devrait. C'est eux qui le déclenchent, non? Non. Non, c'est bon, il marche. Ça devrait être bon, je pense. Ouais, je pense. Si tu veux, ce que je fais des fois quand j'ai trop d'élèves à écouter, c'est que je les fais jouer en même temps. Et si on parle tous en même temps, par exemple, tu vois, ça peut faire gagner du temps. Très bien. Ça va être compliqué par Tu contre. proposes ça à des Je vais proposer. Tu dis c'est sourd. C'est très important que tu précises le nom de gars qui a des idées. À tout à l'heure. Il saura que c'est bien. Elle a l'air d'être un peu. Ouais. Alors, on va reprendre. Je vous invite à prendre place, s'il vous plaît. Bon, on va recommencer, ça va faire venir tout le monde. Alors, on va reprendre avec l'exigence 3. Donc, il nous reste exigence 3 et 4 à voir. Donc, exigence 3, anticiper les évolutions de vie et de ville. Donc, en effet, le territoire Grand Orly-Seine-Bièvre se donne pour objectif d'anticiper les évolutions sociétales et de répondre à l'ensemble des besoins exprimés. Cela passe par exemple par une offre culturelle de proximité ambitieuse et accessible à tous. On commence donc, vous l'aurez compris, par la culture et une présentation croisée entre Sylvie Larigauderie, donc coordinatrice lecture publique et jeux, et Xavier Romaric Saumon, qui est directeur du conservatoire à rayonnement intercommunal du Kremlin-Bicêtre. Et donc, on commence avec une première question. Donc, on sait que le réseau des conservatoires et des médiathèques ludothèques, c'est 12 conservatoires, 12 médiathèques, 3 ludothèques transférées au territoire depuis sa création en 2016, avec une volonté, la mise en réseau de ces équipements. Alors, Xavier, on va commencer par toi. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le réseau des conservatoires, pour commencer ? Eh bien, merci Noémie. En tout cas, comme vous le savez, c'est bien 12 villes sur les 24 qui ont fait le choix donc, de transférer leur conservatoire. Actuellement, 9 établissements sont reconnus, agréés par le ministère de la Culture et de la Communication. On a souhaité ce matin vous faire d'abord un premier plan large, j'ai envie de dire, de notre réseau d'établissements. Comme vous le voyez, en 2019-2020, le réseau il est constitué de plus de 400 enseignants, 16 personnels de direction et 45 personnels administratifs, c'est-à-dire plus de 460 agents du territoire. Chaque semaine, ce sont plus de 4550 heures d'enseignement artistique qui sont délivrées sur l'ensemble de nos établissements. Plus de 40 agents sont professeurs sur différents conservatoires de notre territoire et ce sont plus de 6700 élèves qui sont inscrits chaque semaine dans nos établissements. À côté de cela, il ne faut pas oublier nos différentes missions. Plus de 13 500 enfants sont impactés par de la pratique artistique, notamment dans les interventions qui sont réalisées par les musiciens intervenants donc en milieu scolaire, les orchestres à l'école, le projet Demos avec la Philharmonie de Paris. À côté de l'enseignement artistique, il y a évidemment la partie diffusion. En 2018-2019, qu'on a pris comme année de référence, puisque l'année dernière, évidemment, a été percutée par le Covid. Ce sont plus de 650 spectacles ou présentations qui sont organisés par l'ensemble des établissements donc du territoire. 4 grandes spécialités, comme vous le voyez en bas à gauche, sont enseignées, la danse, le théâtre, la musique et les arts plastiques, pour un peu plus de 50 disciplines qui sont donc proposées à l'ensemble des habitants donc, de nos structures.
Les conservatoires, je le rappelle, mais c'est important, sont avant tout des pôles de référence en matière d'enseignement artistique. Ils ont évidemment comme mission centrale la sensibilisation et la formation des futurs amateurs aux pratiques artistiques évidemment et culturelles, mais aussi, dans un deuxième volet, la formation pré-professionnelle des artistes de demain. C'est vrai que les enjeux que l'on a pu mesurer depuis le début de cette matinée de développement économique du territoire, mais le développement culturel est bien évidemment un pilier extrêmement important sur lequel repose la dynamique intercommunale. Les enjeux que l'on va évoquer ce matin sont avant tout encore, on le dit depuis de nombreuses années, mais quand même il faut le rappeler, des enjeux de démocratisation culturelle, ici de complémentarité d'un réseau d'établissements et évidemment avant tout l'accessibilité au plus grand nombre des usagers de notre territoire. Alors, même question pour Sylvie. Est-ce que tu peux nous présenter le réseau des médiathèques et des ludothèques ? Bonjour à tous et à toutes. Donc, le réseau de lecture publique et de jeux, ce sont 15 établissements sur le territoire. Vous voyez sur la carte 12 médiathèques réparties et 3 ludothèques réparties surtout sur le sud des territoires, de Viry-Châtillon à Villeneuve-Saint-Georges. 12 médiathèques de la plus petite à la plus grande et 3 ludothèques que je vais vous présenter tout de suite. Ce sont aussi 150 agents au service des habitants du territoire, mais aussi des salariés du territoire et des étudiants du territoire. Du plus petit établissement avec la médiathèque d'Ablon, 2 agents, aux 2 médiathèques qui rassemblent l'effectif le plus important sur Villeneuve-Saint-Georges avec 26 agents. Vous pouvez voir aussi sur la carte que les médiathèques et ludothèques se répartissent, donc je vous dis, au sud du territoire, sur 8 villes, alors que le PT compte 24 villes. 3 autres chiffres qui vous sont présentés. Le réseau enregistre 575 000 prêts par an. Il y a une petite erreur sur le PowerPoint, c'est 575 000, effectivement. Il manque un 0. Ah oui, d'accord. Prêts par an, sachant qu'en médiathèque et en ludothèque, plus de la moitié des usagers n'empruntent pas. C'est une tendance qui se confirme depuis une dizaine d'années. On vient en médiathèque pour consulter ses mails, on vient en médiathèque pour lire un magazine, écouter de la musique, voir une vidéo, et seulement la moitié des usagers empruntent. Tendance qui s'accélère et qui est encore plus, qui s'accentue en ludothèque. En ludothèque, les ludothèques ne sont pas avant tout des lieux d'emprunt, mais avant tout des lieux où on vient jouer sur place. Du point de vue des ressources numériques, le réseau met à la disposition des habitants une dizaine de ressources numériques, de plateformes numériques en ligne. Pendant le Covid, pendant le confinement, je tiens à le dire, nous avons ouvert notre portail à l'ensemble des habitants du territoire ou des salariés ou des étudiants. On a oublié les frontières gérées par le PT et enfin gérées par les équipements transférés, et on a largement ouvert nos plateformes. Ils ont eu aussi accès pendant cette période, et c'est encore le cas maintenant, aux 5000 e-books, livres numériques téléchargeables gratuitement. Actuellement, et ça c'est très important, je vais y revenir, c'est le chiffre que vous avez en violet, actuellement 320 000 documents circulent grâce à une navette de la bibliothèque la plus au sud, de la bibliothèque la plus au nord, et à partir de mars 2021, ça sera avec le raccordement informatique des médiathèques et ludothèques de Viry-Châtillon et d'Ablon, ce seront à la disposition des habitants du territoire 420 000 documents qui circuleront, que ce soit des livres, des CD, des DVD. Donc le principe, c'est que vous empruntez dans la ville que vous souhaitez, vous rendez aussi où vous souhaitez, et vous pouvez réserver grâce au portail un document qui arrive par la navette jusqu'à la médiathèque ou la ludothèque de votre choix. 2 dernières précisions sur le réseau des médiathèques et ludothèques intégrées à l'EPT. Je tiens à le souligner parce que c'est souvent, je vais aller
contraire d'une idée reçue. En termes de public accueilli, nos établissements comptent les 0-25 ans, représentent 60% des inscrits. On pense souvent qu'en médiathèque ou ludothèque, c'est une population plus âgée. Non. 0-25 ans représente 60% de nos inscrits. Et enfin, 7 établissements sur les 8 villes sont situés en quartier prioritaire, quartier de veille ou politique de la ville. Bon, ça c'est dû à l'historique et à la composition socio-économique des populations, mais aussi, du point de vue historique, à une volonté politique d'implanter des équipements dans les quartiers prioritaires au plus près des populations les plus précaires. Alors, on parle depuis le début de cette volonté de faire réseau. Donc, je vais vous poser la même question à tous les deux. Pourquoi faire réseau, justement ? D'abord, tout simplement parce qu'il faut revenir aussi un peu sur notre histoire. L'idée de faire réseau, c'est avant tout de créer des dynamiques. Ces dynamiques, elles sont avant tout des dynamiques de partage d'expériences, d'échanges et évidemment de réflexion, de pratiques professionnelles, qu'elles soient pour les enseignants pédagogiques, qu'elles soient d'ailleurs pour les équipes de direction, évidemment dans le côté stratégique de nos métiers, mais aussi artistique, évidemment, puisqu'on partage aussi nos enjeux avec les différentes scènes, salles de spectacle de notre territoire, et elles sont aussi administrative pour l'ensemble des agents administratifs de nos établissements. C'est évidemment pour nous tous le souhait de travailler sur la complémentarité des établissements. Chaque établissement de vos villes ont développé dans leur histoire de certaines spécialités, spécificités, j'ai envie de dire. Il est intéressant pour nous évidemment de les valoriser, d'y réfléchir, de les structurer, et cela dans une notion et dans une question de complémentarité. C'est déjà le cas pour un certain nombre de cursus, parce que ce que je dis est avant tout une réalité, c'est ce qui se passe au quotidien et avec la rentrée que nous sommes en train de connaître. Il existe des parcours, il existe des projets communs. On peut citer notamment le réseau des musiques actuelles amplifiées, qui est un réseau qui se situe sur l'ensemble du territoire, ou encore le réseau théâtre de l'enseignement de l'art dramatique, qui n'existe qu'à l'échelle du territoire et pour lequel, là aussi, les étudiants, puisque là on peut bien parler d'étudiants, sont amenés à se déplacer sur l'ensemble des établissements donc qui propose en tout cas l'ensemble de ce parcours. À ce sujet, le réseau théâtre, donc de l'enseignement de l'art dramatique, fait partie des 10 établissements français, donc il n'y a que 10, un peu plus de 500 établissements sont labellisés, agréés par le ministère de la Culture, mais 10 le sont maintenant agréés pour présenter tout simplement et préparer un cycle préparatoire à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en fait pour vous une classe prépa tout simplement aux écoles supérieures. Quand on a parlé tout à l'heure de l'emploi, pour nous aussi la question de l'insertion professionnelle est extrêmement importante dans nos métiers, et on le sait encore plus avec la crise que l'on est en train de vivre, et donc la question de la mise en place d'une classe préparatoire à l'enseignement supérieur est vraiment l'enjeu de préparer nos étudiants, puisqu'ils auront aussi un statut d'étudiant, donc aux entrées dans les concours des écoles supérieures. L'objectif aussi, évidemment, du réseau, c'est de faciliter l'accès, l'orientation des usagers, les élèves pouvant suivre des enseignements sur plusieurs structures, et évidemment, à travers cela, de faciliter les procédures administratives. L'objectif, c'est aussi quand même de rendre plus lisible et je crois visible l'ensemble des actions qui sont menées par nos établissements, et en profitant là aussi d'un maillage territorial qui est extrêmement important. On peut citer dans les grands projets communs le Printemps des conservatoires qui rassemble l'ensemble de nos équipements autour de très très nombreux projets. Je ne vais pas commencer la très longue liste parce que là vous la verrez. Les différents ensembles qui existent à l'échelle de nos établissements, orchestres symphoniques qui n'existent aussi qu'à l'échelle du territoire où les élèves peuvent pratiquer ensemble, des projets de classe, on l'a vu encore l'année passée avec le projet Alto qui a rassemblé l'ensemble des élèves de nos établissements, donc ce sont des projets qui existent, de nombreuses masterclass, artistes qui sont invités, artistes qui se présentent sur les scènes des théâtres de notre territoire et qui sont en lien après avec nos équipes pédagogiques et avec les étudiants. Faire tout simplement maintenant du réseau des conservatoires, donc des lieux d'enseignement artistique qui sont spécialisés, mais qui sont accessibles à tous, au plus grand nombre, à travers évidemment une implication extrêmement forte dans ce qu'on appelle maintenant l'EAC, c'est-à-dire l'éducation artistique et culturelle, qui permet vraiment de se former à la pratique d'un art vivant, dans une perspective évidemment amateur, mais il ne faut pas oublier comme potentiellement professionnel. Cela passe maintenant par la réaffirmation donc, du rôle ressources de nos établissements, notamment pour l'ensemble des amateurs du territoire et évidemment l'ensemble des habitants de notre territoire.
Donc même question pour Sylvie, pourquoi faire réseau dans le domaine des médiathèques et ludothèques ? Alors, la construction du réseau, c'est avant tout davantage de services à la population et des services plus efficients. Je vais prendre quelques exemples. Donc, je vous l'ai déjà commencé à vous le dire, à partir de mars 2021, c'est-à-dire avec le raccordement informatique sur le portail commun et la base commune du réseau initial de Viry-Châtillon et d'Ablon, ce seront 420 000 documents qui pourront circuler grâce à la navette et qu'on pourra réserver de tous les points du réseau actuel et à possibilité, avec un portail commun, une carte unique, la possibilité de prendre et rendre sur tous les points du réseau. Deuxième plus-value du réseau, c'est la gratuité de l'ensemble des activités. Que vous empruntiez des livres, des CV, des CD, des DVD, des jeux, des jouets, des costumes en ludothèque, l'accès à ces ressources sont entièrement gratuites. C'est l'accès à des plateformes numériques gratuites également, et je l'ai dit tout à l'heure, 5000 e-books. C'est l'accès à la plateforme de streaming et bien sûr, comme l'a dit Xavier sur les conservatoires, l'accès gratuit à un ensemble d'animations qui ont lieu toute l'année, que ce soit des concerts petite forme, des spectacles, des conteurs, des projections, des ateliers d'initiation au numérique pour les populations qui en ont besoin. Voilà, gratuité. Troisième plus-value du réseau, c'est vraiment une plus-value en termes d'image de l'EBT. Là, on parle de services concrets à la population. Je prends un exemple, ville de Morangis, petit équipement, sud du territoire, accès depuis plusieurs années, depuis 3 ans maintenant, à 320 000 documents, bientôt beaucoup plus, et l'accès gratuit aussi à toutes les ressources numériques que je vous ai citées. Alors que la bibliothèque de Morangis en elle-même, in situ, c'est 12 000 documents. J'ai pris Morangis, je pourrais bien prendre d'autres villes. Quatrième plus-value, le réseau, c'est un maillage dynamique d'équipes qui se parlent, qui se voient, qui discutent, qui échangent. J'en parlerai tout à l'heure. Des plus petites équipes avec 2 agents à Ablon, à la plus grande équipe à Villeneuve-Saint-Georges. Et comme l'a dit Xavier, des projets communs. Je vais juste citer 3 projets qui vont avoir lieu. Juvisy Manga, qui va rassembler 11 médiathèques et une ludothèque là très bientôt, dans 10 jours, autour de la culture japonaise et du manga. Mais je pourrais citer la journée mondiale du jeu pour les ludothèques ou le mois de la petite enfance au mois de mai prochain. Enfin, le réseau, c'est une manière très efficace, je dois dire, je le vérifie tous les jours, d'être écouté et entendu et pris au sérieux par les financeurs. Nos 3 financeurs principaux sont la DRAC, donc État, région, département. Tous les projets qui ont été menés d'envergure au niveau de l'investissement ont été subventionnés à 80%. Donc je vais citer par exemple le renouvellement du parc informatique à Viry-Châtillon, 64 postes informatiques, opération 84 000 euros, 14 000 euros seulement versés par Viry-Châtillon. Je pourrais prendre aussi l'exemple de Juvisy avec la réouverture en septembre 2019 de la médiathèque. Coût de l'opération financé à 80% par les 3 financeurs que je vous ai précédemment cités. Et actuellement, la médiathèque de Savigny, qui va être complètement dans le réaménagement complet au niveau mobilier, financé à 80% par les 3 financeurs. Et ça, je dois dire que ça compte. Alors, on a répondu à la question du pourquoi faire réseau. Maintenant, on va finir par comment faire réseau. Donc, quelles sont les prochaines étapes à venir ? Les prochaines étapes pour le réseau donc, des conservatoires du territoire, c'est avant tout l'écriture d'un projet de développement de l'enseignement artistique donc, sur notre réseau et notre territoire. Avant tout, c'est partager un diagnostic commun sur la base donc, de l'analyse des politiques publiques réalisées en 2020, sur lequel je ne dirai pas grand-chose aujourd'hui, puisqu'il va nous être présenté à 14h, donc dans quelques heures, sur les premières, l'élément diagnostic qui sera présenté, sur lequel on pourra construire évidemment les objectifs de notre réseau.
et donc un projet de réseau qui va irriguer par la suite les futurs projets de chaque établissement au sein donc de ce réseau. C'est mené en même temps aussi d'ailleurs une réflexion sur les organisations, évidemment de nos structures, sur les projets d'établissement, je viens de le dire, mais aussi sur les outils permettant de développer évidemment les projets territoriaux, transversaux que l'on veut, les plus ambitieux possibles aussi à l'échelle de la dynamique de notre territoire. C'est aussi, je reviens dessus, travailler pour nous sur l'emploi, le temps de travail aussi des enseignants en favorisant au maximum les temps complets au sein de notre territoire, parce qu'il y a ici un enjeu très fort avec une filière culturelle qui est en souffrance aussi sur les temps des enseignants, puisqu'il y a énormément de temps non complets à l'intérieur de notre filière. C'est évidemment pour nous tous de ne pas perdre de vue qu'il existe des tensions qui vont d'ailleurs au-delà, je crois, des sujets des conservatoires, mais entre une offre de pratique artistique, entre guillemets, de loisirs, et celle, au fond, qui relève d'un enseignement artistique spécialisé, et on doit maintenir, évidemment, un équilibre au regard des objectifs de formation initiale d'un certain nombre d'artistes, et tu l'as dit sur les directives que l'on a aussi du ministère de la Culture et de l'ADRAC, mais aussi au regard des objectifs tout simplement du projet de territoire qui a été fixé sur 5 grands caps que nous avons maintenant devant nous. Avant tout, la proposition de parcours d'excellence, je vous l'ai dit, sur les cycles préparatoires à l'enseignement supérieur, mais aussi sur l'éducation artistique et culturelle. Donc là, il y a aussi un pan extrêmement important à poursuivre dans le développement. Maintenir évidemment le souhait de tous de l'accessibilité au plus grand nombre et notamment au public aussi éloigné avec des actions extrêmement précises à développer. Travailler encore la complémentarité de l'offre au sein de notre réseau, puisque là aussi il y a des enjeux forts, et évidemment maintenir la diversité de nos disciplines. Je crois qu'on peut quand même, pour finir, garder en mémoire les évolutions importantes de la part de nos établissements dans les 15 dernières années, en termes d'innovation pédagogique, d'action culturelle, d'accueil aussi de nouveaux publics. Il reste évidemment un grand chemin à faire ensemble, mais je sais qu'on va le construire à travers le diagnostic et à travers le projet de territoire qui nous avait été présenté l'année dernière. Et donc, même question pour Sylvie, comment faire réseau ? Alors, comment faire réseau ? Déjà, on part de rien. Le réseau Lecture Publique et Jeux remonte à 2006 avec le noyau dur Juvisy, Atis, Paray. Où on en est actuellement, je vais faire très court. Nous sommes dans une phase de diagnostic territorial avec 3 grands temps. La phase de diagnostic, donc d'état des lieux, la phase de préconisation et la construction, on en est là, du plan d'action. La phase de diagnostic état des lieux a été menée en 2019, a été terminée en tout début d'année 2020. Nous avons actuellement un état des lieux du réseau des 15 établissements extrêmement clair. Nous avons confié cette mission à un cabinet d'études, le cabinet Savoir-se-faire. Et vous, en tant qu'élus, direction générale, et nous, en tant que professionnels, nous avons un document qui va nous servir sur toutes les étapes de la construction de ce réseau. Deuxième étape, et ça a été la plus intéressante, je dois dire, c'est l'étape avec nos collègues, les équipes, les 150 agents, qui ont travaillé en atelier participatif, parce que l'objectif était de ce diagnostic territorial, était surtout d'être le plus proche possible des besoins et des préoccupations des habitants, mais aussi remettre les équipes au cœur du dispositif. C'est-à-dire que ça ne soit pas un schéma qui part du haut et que vraiment les équipes s'en emparent de ce travail. Donc, au cours des mois de novembre, décembre et janvier 2020, ont été menés plusieurs ateliers autour des notions de service public. C'est quoi le service public en 2020 dans une médiathèque, une ludothèque, autour des valeurs professionnelles et surtout autour de quels services aux habitants en médiathèque et en ludothèque en 2020. Toute cette matière, alors là vous avez un exemple d'une production, vous allez trouver ça très classique, mais de production d'un atelier post-it produit par les collègues. Voilà, au niveau du public,
Et vous voyez ce qui est ressorti le plus souvent, les occurrences qui sont sorties, plus d'offres. Au niveau des personnels, encore plus de communication, d'échange. Et ces ateliers ont été peut-être le début de quelque chose, c'est-à-dire lors de ces ateliers novembre-décembre, des collègues du réseau, on est quand même 150, ne s'étaient jamais vus et n'avaient jamais pu échanger entre eux. Donc je considère vraiment ça comme vraiment une première marche très 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 importante qui doit perdurer. Et pour le réseau, pour le public, pour le réseau, plus de collections, plus de coopération, plus de partage, plus d'échanges. Donc là, on peut se dire que les équipes sont dans la dynamique d'échange et c'est tout à fait positif et indispensable pour faire un réseau. La troisième étape, à partir de toute cette matière qui a été récoltée, c'est-à-dire état des lieux avec données chiffrées très précises, plus toute la matière qui a été récoltée par les équipes, par le travail des équipes, nous en sommes à la phase des préconisations, donc une espèce de squelette, d'ossature du projet réseau, et nous en sommes à décliner le plan d'action, et c'est là que nous allons avoir besoin de vous, élus, hiérarchie, direction générale, pour construire ensemble ce plan d'action. Pour conclure, moi je dirais que construire un réseau, c'est complexe et ça demande du temps. Et il faut toujours, le voyez, c'est trouver un équilibre entre une logique de proximité, vraiment vis-à-vis de la population. La population a des besoins, a des attentes. Comment répondre à cette population et comment être pertinent sur ce qu'on veut mettre en commun et c'est ce qui est pertinent de mettre en commun. Et on est toujours sur cet équilibre à trouver. Merci beaucoup. Donc, après la culture, dans l'exigence 3, on trouve également tout ce qui est relatif à la voirie, à l'éclairage public et au mobilier urbain, parce que l'exigence 3, effectivement, comporte beaucoup de facettes. Et donc, pour cette partie, je passe la parole donc, à Cristóvão Santos, responsable voirie secteur Nord, qui va nous présenter dans un premier temps quelques chiffres clés. Avant de vous présenter quelques chiffres, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire voirie à l'échelle du territoire. C'est un service qui doit s'adapter à la fois à une demande rapide d'intervention, par exemple sur un mobilier urbain, et aussi savoir réfléchir à un aménagement de plusieurs millions d'euros à l'échelle de plusieurs villes. C'est aussi avoir une écoute de chaque ville pour s'adapter à chaque demande, mais aussi avoir cette vision de la ville d'à côté pour que l'aménagement soit cohérent à l'échelle du territoire. Quelques chiffres par rapport à nos interventions. Donc on est gestionnaire de voirie sur 13 villes sur les 24 villes de l'EPT. C'est par exemple 2800 interventions par an sur le mobilier urbain en régie. Donc on a des équipes dédiées qu'on a souhaité garder en régie pour plus de réactivité par rapport aux demandes des villes et des riverains sur les interventions sur l'espace public. C'est 10 millions d'euros d'investissement de travaux de toutes sortes, hein. Donc ça va à la réfection de voirie, l'éclairage, etc. C'est par exemple aussi en régie 900 nids de poules traités par an qui va avoir tendance à augmenter avec la dégradation de la voirie et aussi tous les travaux du Grand Paris qui ne vont absolument pas aider dans les années qui viennent à l'espace public qui va être de plus en plus dégradé. C'est également 30 000 points lumineux gérés. Et dans ces 30 000 points lumineux, on en rénove à peu près 1000 par an. Voilà. Et dans les 10 millions d'euros d'investissement, il y a 4,5 millions d'euros en éclairage public et signalisation tricolore. Donc on voit que c'est un très fort sujet à l'échelle du territoire. Et au niveau du territoire, donc on a 17 millions de kilowatts consommés qui correspond à la consommation énergétique de 3500 habitants. Donc tous ces chiffres, de façon globale, vous voyez la consommation énergétique, par exemple à l'échelle d'un territoire comme ça pour l'éclairage public. Donc ça permet d'avoir un marché de fourniture énergétique beaucoup moins cher, par exemple, que si on avait la facture d'une seule ville. Donc c'est un réel avantage de coût et aussi d'intervention. Voilà pour la présentation déjà dans un premier temps. Donc le Grand Orly Seine-Bièvre, ce sont 24 villes, 700 000 habitants, de nombreux usagers également du territoire et des chiffres qui sont amenés à évoluer au fil des années. Donc cela crée de nouveaux besoins
des exigences environnementales aussi qui sont à côté. Alors comment cela se traduit-il au niveau de l'éclairage public et du mobilier urbain? Donc, par exemple, pour l'éclairage public, dès qu'on le rénove, systématiquement, on le règle de façon à ce que le soir, il éclaire moins. Étant donné qu'il y a beaucoup moins de passages, on baisse la puissance à peu près de 40% entre 23h et 5h. Ça, on le fait systématiquement sur tout notre réseau d'éclairage. On réfléchit aussi des fois en fonction des usages à de la détection de présence, c'est-à-dire que des rues où il y a très peu de passages, pourquoi pas de rester à 10%, quasiment toute la nuit, et lorsque quelqu'un passe, ça s'allume. Voilà. Un autre exemple, on est en train de faire des phases de test de télégestion, c'est-à-dire sur chaque éclairage, on met une sorte d'appareil et qu'on pourrait gérer de notre ordinateur, du bureau, pour l'éteindre ou l'allumer en fonction des usages. Ça, c'est des choses qu'on commence à réfléchir, par exemple. Pareil pour le mobilier urbain, il y avait une réelle culture de mettre des potelets et des barrières de partout. Tu as des grosses contraintes de gestion, et avec les véhicules qui les animent, etc. Donc là, on a une réflexion un peu différente. Est-ce qu'il y a vraiment la nécessité de tout ce mobilier sur l'espace public? Est-ce qu'on pourrait aménager autrement? Est-ce qu'on pourrait mettre un mobilier, lorsqu'on le touche, il ne s'abîme pas? Il coûte plus cher, mais il reste en place. Tout ça, c'est des réflexions un peu nouvelles. Pareil, il y a une réflexion à l'échelle du territoire sur la mise en place d'une charte du mobilier urbain. Quel est le but de ça? C'est de limiter les références de mobilier urbain où chaque aménageur apprécie d'avoir son modèle, d'avoir sa marque sur l'aménagement. Sauf que le problème, c'est en tant que gestionnaire, on a des références dans tous les sens et ça nous pose des problèmes d'intervention en cas de dégradation sur le domaine public. Et ça, c'est des nouvelles réflexions. Donc c'est le type de document qui pourrait nous aider à être plus réactifs sur la gestion du domaine public et aussi plus économe parce que des références nouvelles, ça veut dire que ça n'est pas dans le marché, ça coûte plus cher, etc. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a. Voilà par rapport à cette première question. Et donc, on le sait, la voirie est également un vecteur de mobilité, mais qui produit parfois des nuisances. Comment fait-on pour préparer demain ? Par exemple, pour préparer demain, à l'échelle du territoire, on essaye de réfléchir lorsqu'on a plusieurs projets, donc on a une visibilité sur plusieurs projets à l'échelle de plusieurs villes, des matériaux en place qu'on va retirer, on va peut-être les utiliser sur une autre ville. Des bordures qu'on dépose sur cette ville-là, on va essayer qu'elles servent sur une autre ville dans un futur chantier. J'ai l'exemple de terre végétale qu'on va récupérer à Arcueil, qu'on va mettre sur Cachan. Voilà. Donc ça, ce n'est pas forcément une économie financière, par contre, c'est vraiment réellement une économie de ressources. Et ça, c'est un peu des nouvelles façons de penser, avec véritablement du recyclage des matériaux qu'on peut faire à l'échelle d'un territoire qui serait plus difficile à mettre en place si je travaillerais sur une ville, voilà, par exemple. Et également, il y a une réelle analyse de l'usage de l'espace public. On avait pour habitude de faire toujours un trottoir, des barrières pour pas que le piéton traverse, des potelets partout. Il faut réfléchir un peu autrement avec une véritable analyse de l'usage de la voirie, de l'espace public. Est-ce qu'il y a des écoles ou est-ce qu'il y a la mairie pas loin? Est-ce qu'il y a des commerces? Donc ça, c'est des choses un peu nouvelles de réfléchir un peu autrement sur l'aménagement de l'espace public. Et donc, je crois que tu voulais nous parler d'un exemple en particulier. Oui, je vais vous parler un exemple d'un projet qu'on va réaliser sur une rue du territoire. C'est un projet qu'on n'aurait jamais proposé il y a 10 ans. Donc c'est une rue plutôt locale où il y a beaucoup d'écoles avec peu d'usage. Donc qu'est-ce qu'on a réfléchi? Donc on a analysé l'usage, c'est-à-dire peu de voitures et énormément d'écoles. Et du coup, on a réfléchi, on s'est dit, il faut partager l'espace public et on a arrêté de dire que la voiture, on sépare la voiture des piétons. Donc en fait, ce qu'on a réfléchi, c'est faire un aménagement où il n'y a plus de trottoirs et de piétons, avec une limitation de circulation à 20 km/h, avec des chicanes, des ralentisseurs, du mobilier, des plantations aussi, de façon à ce que le véhicule, en fait, il ne sait plus trop où il roule. Et le piéton aussi, il a une notion d'espace public, il a envie de marcher où il a envie. Donc là, clairement, ça fait réduire la vitesse du véhicule.
Au-delà de ça, on a essayé de mettre des plantations par rapport à ce que disait ma directrice tout à l'heure. On va faire de l'infiltration des eaux pluviales, donc traitement des eaux directement sur place. Et vous voyez, on a mis différents matériaux pour plus penser route avec le bitume et le trottoir avec la bordure. Donc ça, et au-delà de ça, étant donné que c'est une rue peu utilisée, on va même partir sur d'éclairage à détection de présence, où 95% de la nuit, il n'y aura pas personne qui passe, et les 5% restants, l'éclairage sera rallumé. Il ne sera pas éteint, il sera à 10% de sa puissance, et lorsqu'il y a quelqu'un qui passe, il sera à pleine puissance. Donc, alors que, en toute sincérité, il y a peut-être 10-15 ans, on aurait fait trottoir, route, avec des barrières tout le long pour pas que les écoliers traversent, et ça aurait vraiment, avec uniquement quelques passages piétons pour laisser le piéton traverser aux endroits signalés. Donc ça, c'est assez novateur au niveau de la gestion de l'espace public. J'ai deux dernières choses, c'est des sujets par rapport au territoire qui aurait été compliqué de réfléchir à l'échelle d'une ville. C'est la gestion des ouvrages d'art, c'est-à-dire des ponts et des murs de soutènement qu'on a beaucoup oubliés. Donc là, au niveau du territoire, on commence à réfléchir là-dessus. Et on est très bien conscient que le diagnostic on va le faire à l'échelle du territoire, on ne va pas le faire à l'échelle des villes. Quand on voit qu'il y a des ponts qui traversent l'autoroute ou d'autres, ou qui passent au-dessus d'une rivière où il faut un bateau de pêcheurs pour aller l'investiguer, on est évidemment conscient qu'il faut les traiter de la même façon. Et les coûts, évidemment, seront totalement différents entre un pont autoroutier et un petit pont de maçon. Donc ça, c'est vraiment un exemple au niveau territoire, c'est une vraie notion importante par rapport à ce diagnostic. Voilà. Merci à tous les trois pour ces présentations relatives à l'exigence 3. Est-ce que vous avez des questions sur les deux présentations? On a une question là-bas. Levez la main, oui. Bonjour, Maryse Dora, Ivry-sur-Seine. J'ai une question sur l'implantation en réseau des médiathèques. Enfin, c'est la même question pour les médiathèques, les ludothèques et les conservatoires. J'ai vu sur la carte que les villes du Nord ne sont pas reliées au réseau. Donc, comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que les établissements qui existent pourtant dans ces villes existaient avant l'implantation du réseau, ou est-ce que c'est un choix politique? Je suis très nouvelle sur la question, donc, mais on ne peut pas ne pas se poser la question quand on voit tout ce que vous apportez avec le réseau. Pourquoi certaines villes sont-elles reliées, pas d'autres? Alors, je vais répondre. C'est une excellente question, je vais répondre. En fait, vous avez, j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais vous avez 15 établissements sur 2 bassins de population. Le bassin de population estonien, avec un noyau dur 2006, donc un réseau constitué depuis de nombreuses années, et c'est ce qui fait sa force aussi, parce qu'on a de l'expérience, de la pratique. Et vous avez une Ablon et Villeneuve-Saint-Georges, Ablon, qui nous ont rejoints en 2018. Toutes les autres, bien sûr, il y a des médiathèques. Assez peu de ludothèques, mais des médiathèques sur l'ensemble du territoire, dans le Val-de-Marne, avec un département du Val-de-Marne qui a toujours énormément soutenu, je vais surtout parler de la lecture publique, les médiathèques, avec des médiathèques à effectifs importants, avec des moyens financiers encore importants. Et donc, notre objectif pourrait être de leur montrer la plus-value de travailler avec nous et de travailler en réseau. Sachant que sur le secteur val-de-marnais, il n'y a pas actuellement de réseau de lecture publique tel que le nôtre. Et d'ailleurs, quand je rencontre la DRAC assez régulièrement, elle me dit « Madame Larigauderie, il faut que vous fassiez quelque chose, il faut que vous arriviez à attirer ces villes. » Mais je vais prendre quelques exemples, que ce soit Choisy-le-Roi, Vitry, enfin vraiment Fresnes, etc. Il y a des équipements qui, pour l'instant, et j'ai parlé de plus-value du réseau, ont encore des moyens pour fonctionner, des effectifs pour fonctionner, et ont une autonomie et fortement, très fortement aussi subventionnée par le département, avec une politique volontariste, et qui n'ont pour l'instant pas exprimé le souhait
de nous rejoindre. Mais par contre, je vous ai dit qu'en période de confinement, on avait ouvert très rapidement nos ressources numériques à l'ensemble des habitants et étudiants du territoire. Et je dois dire que les habitants de Rungis, d'Orly, de Choisy-le-Roi se sont connectés. Et j'ai tout de suite eu les responsables des médiathèques qui m'ont dit il faut continuer à travailler ensemble sur ce sujet. Donc moi, je suis extrêmement ouverte à toute proposition. Et oui, il va falloir construire très prochainement. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, parce qu'il ne fallait pas que je sois trop longue, ce diagnostic territorial qui est en train d'être mené va déboucher sur un contrat territoire lecture. Et ce contrat territoire lecture, la DRAC me demande d'avoir 2 axes en direction des équipements qui ne sont pas intégrés dans notre gestion. Donc oui, ça va arriver très rapidement. Encore faut-il trouver, et c'est ce que je disais en conclusion, l'échelle pertinente, c'est-à-dire répondre avant tout, ce n'est pas une construction administrative, mais répondre surtout aux besoins des habitants des territoires, de l'ensemble des territoires. Tu veux répondre ? Alors, on va vous projeter également le portail des médiathèques pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et je crois qu'il y avait une autre question devant, en attendant. Oui, c'est moins une question qu'une valorisation de ce qui a été dit. Et quelques mots peut-être en tant que vice-président, et ça me permettra de répondre au questionnement aussi de la ville d'Ivry. D'abord, vous avez eu de présenter un magnifique travail qui est un processus engagé depuis plusieurs années, avant même le territoire, sur certains sous-ensembles, je pense Val-de-Bièvre et Porte de l'Essonne, et même à Tige-Juvisy sur les aspects de médiathèque. Parce que l'intercommunalité, c'est un processus qui se construit et qui permet et doit permettre dans la construction de dépasser une juxtaposition d'équipements où on viendrait simplement bénéficier potentiellement d'un savoir-faire ou de financement d'une structure intercommunale, car il faut faire projet, il faut faire du sens. Et ce qui a été présenté, à la fois sur le réseau des conservatoires et sur le réseau des médiathèques et ludothèques, c'est un processus qui n'est pas achevé, qui est en cours de construction et qui a permis de voir ce que vous avez pu constater. Disant cela, je veux par là même répondre que les équipements sont transférés. Et c'est à partir d'une décision des villes, de leur libre choix, de transférer des équipements à l'échelon intercommunal que ce travail peut être fait. Il a toujours été convenu que si d'autres villes voulaient s'ajouter, ou ajouter tel ou tel équipement, c'était possible. La porte est ouverte, elle est même grande ouverte. Il faut simplement en discuter pour s'intégrer dans cette logique partenariale et de construction qui fait sens. Qui fait sens, je dirais, en commun, sur la base d'un projet. Un projet qui aboutit à une mise en réseau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'uniformité. Il y a recherche de complémentarité, maintien des singularités et des objectifs définis par les villes et une volonté de bâtir quelque chose qui fasse du sens. C'est-à-dire que ce qu'on ne trouve pas dans le conservatoire ou la médiathèque X, on peut le trouver à côté dans un autre équipement. C'est-à-dire qu'on élargit l'offre. Et sur les médiathèques, il y a par exemple un réseau. Le réseau des médiathèques est porté par une capacité immense, enfin très grande, d'ouvrages, de CD, de livres, etc., qui sont acheminés par un réseau de navettes. C'est ça le lien qui est fait, par exemple, concrètement. Ce que vous avez vu, donc, est
est une phase aujourd'hui qui résulte de ce processus. C'est ouvert si dans la période il y a volonté de bâtir ensemble de villes qui veulent se joindre. Ça ne peut pas être simplement sur une prestation de service, je le dis. Ça doit être sur la définition d'un projet partagé à partir d'une déclaration d'intérêt communautaire, enfin d'intérêt territorial. Et depuis la création de l'EPT, il y a eu des villes, je pense à Ablon par exemple, parce que je vois le maire d'Ablon, et d'autres, Villeneuve-Saint-Georges, qui ont fait le choix d'avoir des transferts d'équipements. Donc, je voulais préciser cela. La deuxième chose que je veux préciser, ce que vous avez vu, c'est une partie de du champ culturel du territoire. Il y a 43 équipements culturels qui sont transférés. Vous n'avez pas vu le spectacle vivant, vous n'avez pas vu les équipements uniques. On est à Athis, ici, il y a la maison de l'architecture et de la banlieue. Il y a l'école d'art Camille Lambert à Juvisy. Il y a l'écomusée de Fresnes. Tout cela rayonne sur le territoire et est mis également en réseau sur des projets qui font sens. Et il y a un équipement qui va ouvrir bientôt à Gentilly, qui est le lavoir numérique, en lien avec la maison de la photographie Douaneau. Donc, une partie des équipements et de l'activité culturelle, vous l'avez découvert. C'est donc un champ assez vaste sur le territoire qui donne notre singularité, notre attractivité. Et tout cela, nous nous employons à donner du sens et du dialogue en organisant au moins une fois par an une conférence des adjoints à la culture et des directions des affaires culturelles. La prochaine, Véronique, je ne sais plus, a lieu au mois d'octobre. Je ne sais plus. Comment ? Le 6 octobre. Voilà, une réunion qui va permettre de faire le point sur la culture. Et comme ça a été dit tout à l'heure, cet après-midi, on voit l'un des deux chantiers importants sur les conservatoires qui pourront être utiles pour les villes qui n'ont pas transféré. Parce qu'il y aura matière avec des préconisations, des conseils pour avoir un projet plus large au bénéfice de toutes les villes. Il en est de même sur ce que l'on fait sur les médiathèques et les ludothèques avec le travail qui a été présenté par les deux intervenants. Donc, moi qui ne suis pas un adepte de la fin de l'histoire, je peux vous dire que l'histoire continue et elle continue avec vous. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais juste repasser la parole quelques minutes à Sylvie pour nous dire quelques mots sur le portail des médiathèques et ludothèques. Voilà, donc vous avez le portail, une photographie voilà, du portail actuel. Donc je le répète, Ablon et Villeneuve et Viry-Châtillon vont rejoindre ce portail unique et cette carte unique à partir de mai 2021. Ça demande du temps. C'est une migration de base, enfin de 3 bases différentes. Donc ça demande du temps et de la formation des personnels. Donc vous avez la charte graphique du réseau, vous avez la recherche, ce que vous trouvez sur tout portail de médiathèque, partout, ça veut dire vous tapez un auteur, un titre, un musicien, un compositeur, un sujet, et vous avez le document recherché qui apparaît et son lieu de localisation, et il vous suffit de cliquer sur un petit bouton pour le réserver dans la médiathèque de votre choix ou la bibliothèque de votre choix, et comme l'a dit M. Laurent, il vous est apporté via une navette. Vous recevez un mail vous indiquant l'arrivée dans la médiathèque de votre choix. Sur la gauche, une partie plutôt... Oui, pardon. Sur la gauche, une partie plutôt infopratique. Si quelqu'un peut cliquer sur l'infopratique horaire... quota, service, grénothèque, parce qu'on a des grénothèques aussi, je ne l'ai pas cité dans les médiathèques, une foire aux questions. Tout ce qui est, on a choisi de faire ce portail par type d'usage, donc tout ce qui est autour du livre, tout ce qui est autour de la musique, du cinéma. Et bien sûr, si la personne qui manie l'ordinateur peut revenir un peu avant, se former
j'insiste parce que c'est peut-être une mission qui est moins connue de vous dans les médiathèques et notamment autour du numérique. Et on a entendu l'intervention autour de la politique de la ville ce matin. On sait qu'on dessert des populations qui sont très en difficulté, en précarité numérique, dans pratiquement tous les établissements qui vont être dotés, puisqu'on renouvelle l'ensemble du parc informatique de l'ensemble des médiathèques et des ludothèques cette année. Il y a des ateliers d'initiation pour débutants à l'outil numérique, que ce soit le matériel ou que ce soit les ressources. Et on va engager aussi cette année tout un travail avec les lycéens et les collégiens sur la lutte contre les fake news et la recherche de la bonne information. Vaste chantier. Voilà, et dernière peut-être onglet sur lequel vous pouvez cliquer, c'est la jeunesse, tout ce qui concerne les services et les ressources pour les enfants et les parents. Je fais court. Merci beaucoup Sylvie. Alors je vous propose de passer à la dernière partie, puis s'il y a d'autres questions, on y reviendra après. Alors on va se remettre sur le PowerPoint. Donc voilà, exigence 4. Donc dernière partie de notre présentation avec cette exigence donc, qui s'intitule, comme vous le voyez, s'affirmer comme un territoire métropolitain incontournable. En effet, le Grand Orly-Seine-Bièvre se donne comme objectif de prendre toute sa place au sein de la métropole et d'agir pour un territoire productif et innovant. Et pour aborder cette partie développement économique, pour commencer, j'invite Muina Ogboye-Vazieux, j'allais dire à me rejoindre, mais elle est déjà là. Donc, on va passer... Voilà, on va tenter de répondre à cette question. Pourquoi un territoire industriel et productif? Donc, pourquoi ce positionnement en tant que territoire productif? Ah oui, les micros sont là-bas, effectivement. Donc pourquoi ce positionnement, effectivement, en tant que territoire productif? Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est vrai qu'à la création du territoire, ça pouvait apparaître comme un positionnement un peu atypique à l'échelle de la métropole, mais il faut savoir que le territoire a une histoire industrielle. Certes, a connu la désindustrialisation comme d'autres territoires à l'échelle nationale, mais cette vocation productive, industrielle perdure et reste significative, notamment du fait, bien sûr, de la proximité de Paris, de la présence de la Seine, d'infrastructures routières, de grands équipements. On a le mine, on a l'aéroport et de sites économiques important, hein, donc il y a différentes zones d'activité, mais aussi mettre en avant le fait qu'il y a la présence d'un écosystème d'innovation et de la formation qui reste vraiment important, avec de nombreux pôles de compétitivité. On a Medicène, on a Cap Digital, Systématique, et aussi des clusters, grappes d'entreprises qui sont présentes et actives à l'échelle du territoire. Et concernant la formation, il faut quand même noter qu'on a près de 130 formations autour des domaines de l'industrie, d'électronique, de la robotique, de la mécanique au sein du territoire. Mais c'est vrai que si on s'appuyait uniquement on va dire sur les statistiques INSEE, CONNAF, ce champ industriel productif, c'est 1800 établissements. Donc on pourrait se dire que voilà, c'est on va dire peu. Mais en fait, avec cette définition de l'INSEE en fait, qui est très réductrice, et qui se limite en fait à tout ce qui est activité manufacturière et activité extractive, ne reflète pas la réalité aujourd'hui des activités industrielles productives, où il y a une plus grande imbrication de tout ce qui est le numérique, des services, et tout le monde, enfin tous les acteurs, économistes, voilà, s'accordent à dire qu'il faut avoir une définition beaucoup plus extensive, large, et en intégrant en fait, d'où cette notion maintenant qu'on utilise plus d'activité productive,
Et donc, c'est toutes les activités qui concourent directement ou indirectement à la production. Et donc, ça inclut tout ce qui va de la recherche, enfin de la R&D, recherche et développement, du prototypage, de la production, mais aussi tout ce qui est lié à la logistique, à l'acheminement et, j'allais dire en bout de course, tout ce qui est aussi lié à l'économie circulaire, au réemploi. Donc, c'est vraiment un vaste champ. Et c'est vrai que si on regarde cette définition, avec cette définition-là, on est plus en fait autour de 15 000 établissements productifs à l'échelle du territoire, donc ce qui est vraiment significatif. Et pour aller toujours dans ce sens-là, de donner à voir la réalité de l'industrie à l'échelle du territoire, on a à l'échelle du pôle développement économique mené un travail avec un chercheur des ponts pour mieux qualifier l'industrie et aussi pour arriver à mieux repérer cette activité industrielle dans les statistiques, en ne se limitant pas en fait au code NAF, mais en intégrant aussi tout ce qui est le champ des emplois et des métiers productifs. Et ce qui a donné des premiers constats vraiment très intéressants. Donc voilà, en termes d'emplois ouvriers. À l'échelle du territoire, on est à 17%. À l'échelle de la région, on est plus à 13%. Donc voilà, ce qui est quand même, on est bien au-dessus. Mais aussi, ce qui est intéressant, ce qui a été observé, c'est que certes, on avait une baisse, on va dire, des ouvriers industriels dans le secteur pur industriel, mais de l'autre côté, on a une forte présence de ces ouvriers industriels dans tous les autres champs de l'économie, que ce soit le transport, le service, la construction. Donc, ce qui montre qu'il y a bien une mutation de ce secteur industriel et une évolution aussi des emplois. Et autre notion intéressante qui a été mise en exergue par ce travail, c'est cette notion d'emploi technique et de savoir-faire, de technicité, de savoir-faire technique qui existe à l'échelle du territoire, donc avec un taux de technicité d'emploi de 45%, donc qui est vraiment significatif. Et c'est vrai que tout ce travail va pouvoir aussi alimenter la vitrine des emplois, donc ce que vous a pu vous présenter Ombline tout à l'heure dans l'Observatoire de l'emploi. Donc tous ces chiffres vont pouvoir aussi nourrir ces éléments. Donc c'est vrai que le maintien du coup de l'activité productive industrielle, on voit bien que c'est vraiment un enjeu important. Mais il est vrai qu'aujourd'hui on travaille sur ça parce qu'on se rend compte que c'est ce qu'on a montré un peu plus précédemment, c'est qu'on a un bouleversement au niveau des transformations urbaines qui vont voir le jour très prochainement. On a 5 millions de mètres carrés de programmation qui vont sortir de terre, dont la moitié en matière de développement économique. Donc c'est vrai que le risque, si on n'agit pas, c'est d'avoir une évolution de ce tissu économique qui soit tourné, on va dire, que vers le tertiaire, Donc c'est vrai que nous, au niveau du développement économique, on a vraiment cet enjeu de pouvoir garantir la mixité des activités économiques au sein des différentes opérations d'aménagement, afin de ne pas reléguer toujours plus loin les activités industrielles et productives, et aussi en arrivant à créer les conditions au sein de ces opérations d'accueillir de nouvelles activités. Et peut-être revenir aussi à l'essentiel, pourquoi ce maintien des activités industrielles, productives. Il y a pour trois raisons. Déjà, c'est que ces activités sont pourvoyeuses d'emplois importants et diversifiés, et qui répondent aussi à une partie des profils des habitants du territoire, et notamment en quartier politique de la ville. Et en fait, ces activités, elles ont en fait un potentiel, on va dire, d'insertion professionnelle très important. Donc ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est la réalité, c'est qu'on a des demandes très importantes à l'échelle du territoire pour des locaux d'activité. Et avec l'offre existante qui est vraiment très faible, on n'est pas en capacité d'y répondre. On a environ 300 000 demandes pour des locaux d'activité. Donc c'est vraiment très important. Et si en plus on élargissait à l'échelle de la région Île-de-France, il y avait une étude de la CCI qui était sortie disant qu'on a environ besoin d'1,5 million de mètres carrés par an d'ici 2030 pour répondre aux besoins des industriels. Et la troisième raison, c'est pour répondre aussi aux enjeux environnementaux,
Parce que c'est vrai que le maintien et voilà, la relocalisation des activités industrielles et productives en milieu urbain dense, c'est aussi un enjeu pour réduire l'empreinte carbone, parce que c'est voilà, le rapprochement domicile-travail, c'est le fait de permettre aux entreprises, aux artisans d'être au plus près de leurs clients. Et je rajouterai aussi un dernier élément, c'est que maintenant, avec tout ce qui est le développement de l'industrie 4.0, cette intégration au sein des différentes opérations urbaines en milieu urbain dense peut se faire maintenant plus facilement parce qu'on tend vers des immobiliers un peu plus hybrides, flexibles et qui peuvent s'intégrer plus facilement au sein de ces opérations. Donc il y a des petites unités de production, des Fab Labs et tout ça. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'actions mises en œuvre pour permettre au territoire d'être reconnu à l'échelle métropolitaine, régionale, des exemples concrets ? C'est vrai qu'avec aujourd'hui, le territoire, on est clairement identifié à l'échelle de la MGP, de la région, comme territoire moteur sur tous ces enjeux de la ville productive, du maintien des activités industrielles. Déjà, dans un premier temps, grâce à la publication, vous voyez l'illustration du manifeste pour un territoire industriel et productif, qui est un document, j'allais dire, un peu cadre, qui définit les enjeux de la ville productive, et qui aussi inscrit les solutions qu'il faudrait mettre en place pour arriver à maintenir cette vocation industrielle et productive. Aujourd'hui, on a près d'une cinquantaine de signataires, que ce soit des acteurs publics et privés, qui sont signataires. Au tout début, ce manifeste a été publié en 2018. Au tout début, une dizaine d'acteurs. Là, maintenant, 2 ans après, plus d'une cinquantaine. Et en fait, au niveau des acteurs présents, c'est aussi bien des acteurs institutionnels, les différentes chambres consulaires, mais aussi les aménageurs, et aussi des architectes, des entreprises du territoire. On a STAE qui est sur tout ce qui est puces électroniques, optique fichue, sur tout ce qui est optique de précision pour tout ce qui est secteur de l'aérospatial, et bien évidemment après des grands groupes type EDF, Renault, et d'autres. Donc c'est vrai que ce manifeste pose des enjeux avec différents axes. La question de la sanctuarisation du foncier pour pouvoir accueillir des activités. La question, bien évidemment, de la formation et de l'emploi, sur comment arriver à revaloriser les emplois industriels. Donc c'est tout ce qu'a pu vous présenter précédemment Ombline. La question aussi de la mobilisation du partenariat public-privé pour arriver à sortir ces immobiliers productifs, et aussi la question de pouvoir mettre en œuvre de nouveaux outils innovants pour arriver à sortir les différents programmes productifs au sein du territoire. Donc là, je dirais que c'est vraiment la première action. Ce travail de partenariat qui a été mené à travers le manifeste a aussi permis de se rendre visible à l'échelle nationale, et a permis la reconnaissance du territoire en tant que territoire d'industrie. Donc on a cette labellisation. On est quand même le seul territoire, il y a 9 territoires d'industrie à l'échelle de l'Île-de-France, mais on est le seul territoire aux portes vraiment de Paris. Donc territoire d'industrie, pour être très rapide, c'est une démarche qui a été initiée au niveau national, qui est pilotée maintenant au niveau régional, et qui a pour but en fait de faciliter, accélérer les projets industriels sur notre territoire, et de pouvoir accéder plus facilement à des financements. Malheureusement, ce n'est pas des financements dédiés, mais en tout cas, de pouvoir accéder plus facilement à des financements de droit commun. Donc, il y a eu un gros travail qui a été mené avec nos collègues des villes, avec les entreprises, avec les aménageurs, pour arriver à faire monter différentes actions qui pouvaient être inscrites dans le cadre de territoire d'industrie. Donc, ça a abouti à un plan d'action assez conséquent, avec plus d'une centaine de fiches d'actions.
Donc, à titre d'exemple, il y a aussi bien des projets d'industriels tels que de la biofabrication d'organes, des projets liés à des stations hydrogène décarbonées, des investissements industriels à titre d'exemple d'Air France Industrie, mais aussi des projets de formation aux métiers industriels. Et en complément de ces projets d'entreprise, il y a 2 sujets au cœur de ce plan d'action, de cette stratégie. C'est la question de l'emploi et de la formation. Je redis, mais c'est vraiment essentiel. Donc c'est tout ce qu'a pu dire Omblin. Et le deuxième sujet, c'est la question du foncier, de l'immobilier. Parce que, comme je dis tout à l'heure, on a une énorme programmation en termes économiques, mais il y a des freins à arriver à sortir concrètement ces différentes opérations. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'appuyer sur cette démarche territoire d'industrie pour arriver à lever les freins, et notamment aussi la problématique des surcoûts liés des surcoûts financiers, avec les problèmes de pollution. Donc voilà, de pouvoir rentrer plus directement en lien avec l'État sur quelle prise en charge financière de ces surcoûts. Et peut-être dernière chose, dire que cette labellisation a quand même permis des premières réussites. Donc je vous disais que ça permettait d'accéder à des financements. On a eu de cofinancement d'études. Bon, il y a eu l'étude sur Villeneuve-Triage, il y a des cofinancements de la Banque des Territoires sur des crédits TI. Là, on va pouvoir cofinancer l'étude sur les réflexions sur une structure patrimoniale à vocation économique. Il y a eu le financement de la démarche GPECT via des financements directs et PRIC, donc c'est-à-dire la région. Donc voilà, donc il y a quand même si c'est difficile, il y a des premières réussites et voilà. Et dernière action. En 30 secondes. Oui, d'accord. Donc aussi dernière action que je voulais mettre en avant, c'est le fait qu'il y a aussi le territoire a initié de nombreux partenariats au-delà du territoire, mais aussi avec d'autres territoires de la région et de la métropole. Là, avec des territoires de l'Arc, c'est avec Paris, Plenco, Est Ensemble et Grand Paris Sud-Est à venir, on est en train d'élaborer un guide, une boîte à outils qui rassemblerait l'ensemble des outils qui peuvent être mobilisés pour arriver à sortir des locaux d'activité de l'immobilier productif à coût modéré. Donc ça, c'est vraiment grâce à l'action du territoire et à notre capacité de mobiliser d'autres partenaires. Et le deuxième sujet aussi concernant territoire d'industrie, on a aussi fait ce même travail de mobiliser les autres territoires d'industrie, parce que voilà, au niveau de la région, ça c'était pas fait. Et cette mobilisation a permis d'initier la création d'un groupe de travail sur la question du foncier industriel à l'échelle de l'Île-de-France, qui est animé par la préfecture de région et la région. Voilà, je resterai là. Merci beaucoup. Et donc on va passer au dernier sujet sur le numérique. Donc évidemment le numérique qui est une donnée indispensable pour s'affirmer comme un territoire métropolitain incontournable. Donc pour cette dernière partie, je vais donner la parole à Thomas Courcial, donc, qui est directeur du pôle développement numérique. Bonjour à toutes et tous. Donc je vais vraiment essayer de tenir en une poignée de minutes la question du numérique et sa place dans le cadre du projet de territoire. Alors on vient d'entendre parler d'Industrie 4.0. Juste avant, on a déjà eu l'opportunité d'avoir la présentation de 2 plateformes web. On a parlé de télégestion de l'éclairage public. Bref, même si la question du numérique est présente dans cette exigence, en fait, elle traverse toutes les autres et elle est sous-jacente à une grande partie des objectifs qui sont portés dans le cadre du projet de territoire. En rapide introduction, je dirais que toute la stratégie numérique de l'EPT a procédé à un travail qui a été appuyé par la Commission européenne dans le cadre d'un programme qui s'intitulait Digital Cities Challenge en 2018 et 2019, programme qui nous a permis de travailler en lien avec une vingtaine d'autres villes européennes, et je tiens à dire que seule la candidature de l'EPT a été retenue pour la France. Très rapidement, pour illustrer, pour présenter à quel point
la question du numérique est transversale. Je vais présenter très rapidement quelques exemples de chantiers ou de projets dans lesquels nous nous sommes inscrits. On a évoqué effectivement l'ouverture très prochaine d'un nouvel équipement culturel unique qui se nomme donc le lavoir numérique, qui ouvre le 15 octobre dont vous voyez prochain. la photo juste derrière. Voilà, sur la ville de Gentilly, et qui est entièrement dédié aux nouvelles pratiques de l'audiovisuel, enfin les nouvelles pratiques audiovisuelles liées au numérique. Ça sera un espace à la fois de diffusion, ça sera un espace de réflexion, mais également de pratique avec des ateliers. La première saison sera orientée autour des 31 ans du web, et j'invite tout le monde à y participer, parce que c'est vraiment une programmation et un équipement unique, pas uniquement sur l'échelle du territoire, mais également plus généralement à l'échelle de la région. Deuxième, un des autres axes qui nous préoccupe, c'est que l'on considère que le numérique peut être aussi un risque. C'est un potentiel, ça impacte sur les usages, il y a de la technologie derrière, mais on a le risque de s'éloigner une partie de la population, puisqu'on considère qu'il y a peu ou prou entre 15 et 20% de la population qui se semble éloignée par rapport à tous ces usages-là. Et donc l'EPT, depuis 2018, on appuie de manière très volontariste des actions en matière d'inclusion numérique, d'une part en s'appuyant sur le réseau des médiathèques tel que Sylvie a pu l'exposer, mais d'autre part en soutenant une démarche qui s'appelle le Hub France Connecté à l'échelle régionale, qui est un groupement d'intérêt économique qui relaie au niveau régional la démarche gouvernementale d'inclusion numérique et qui est destinée notamment à cartographier, mais à structurer l'offre publique en matière d'accompagnement et de médiation numérique. Je tiens à dire que l'une des associations fondatrices de ce GIE est une association qui est située au Kremlin-Bicêtre et que dont l'EPT appuie la démarche depuis de nombreuses années. Troisième point très rapide, effectivement dans le cadre du développement économique, donc je ne vais absolument pas du tout reprendre ce que disait Muna, mais juste compléter, c'est-à-dire nous avons des incubateurs, des pépinières, des hôtels d'entreprise en gestion directe, et il nous est important de pouvoir leur offrir une qualité de service destinée à appuyer notamment l'écosystème de tout ce qui est en économie numérique. J'ajouterai que aussi dans le cadre du développement économique, nous avons une troisième plateforme web qui a été mise en ligne lors du premier trimestre de cette année, qui est destinée à recenser et à diffuser tous les appels à projets qui pourraient intéresser les acteurs économiques du territoire, puisque nous sommes en recherche active de financement et de captation de financement destinés à être des leviers pour l'action économique territoriale. Donc c'est une troisième plateforme web dont je n'ai évidemment pas l'adresse en tête immédiatement, appelaprojets.grandorly-senbief.fr. Quatrième enjeu qui est l'enjeu qui va nous préoccuper et nous occuper pendant les années à venir, c'est ce qu'on appelle les enjeux liés à la Smart City, la digitalisation de la gestion de l'espace urbain. On a commencé à en parler notamment ce matin à travers les thématiques de la gestion de l'eau, du traitement des déchets, de l'éclairage public. L'EPT va s'inscrire dans une démarche très volontariste de réflexion sur l'utilisation de capteurs intelligents destinés à rationaliser, optimiser dans une optique de transition énergétique l'ensemble de la gestion de l'espace urbain, et notamment aussi en relation avec les citoyens afin, comme Christophe Vaud l'évoquait, de pouvoir aussi traiter au mieux les demandes, les signalements, les alertes et les demandes d'intervention sur l'espace urbain. C'est ce qu'on appelle la Smart City, et qui va pouvoir s'appuyer sur de nouvelles formes de réseaux et de nouvelles formes d'objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui va nécessiter pour nous, enfin qui va nous permettre d'avoir une autre position vis-à-vis de la captation de la donnée, sa collecte, sa standardisation. Et pour tout ça, donc c'est le cinquième exemple que je présenterai avant de parler du gros projet d'investissement de l'EPT, à savoir que l'EPT s'est doté d'un outil destiné justement à gérer cette donnée. En l'occurrence, il s'agit de l'Observatoire territorial, observatoire qui s'appuie sur un système d'information géographique et qui est destiné à être la préfiguration d'un service territorial de la donnée, à la fois comme outil de pilotage de la donnée, de standardisation, de mise en forme, de communication, mais également d'ouverture à travers là, à nouveau, un niveau de transparence et de pouvoir jouer ce qu'on appelle la logique de l'open data et de la diffusion la plus ouverte possible de données à caractère public. Voilà, ça ce sont 5 exemples qui viennent compléter les interventions de ce matin sur la présence et l'intégration de la dimension numérique dans différents objectifs du projet de territoire. Et du coup, comment on fait le lien entre tout ça? Sur quel socle on s'appuie? Voilà, alors on a besoin d'un socle parce que là, on pressent
qu'on multiplie les acteurs, qu'on multiplie les réseaux, on va multiplier les capteurs, on va multiplier les projets, et au final, on a un risque de confusion, et surtout, on a un risque de perte, de diminution, en tout cas de perte de la maîtrise publique, à la fois des interventions, de trop de dépendance vis-à-vis du secteur marchand, et notamment la variété des technologies qui peuvent être mises en œuvre. Depuis 2 ans maintenant, après 2 années d'études, l'EPT s'est lancé dans un vaste chantier de réseau numérique territorial commun. Donc vous voyez une présentation cartographique ici. Ce réseau numérique territorial commun est destiné à pouvoir créer un socle à base de fibre optique qui va desservir l'ensemble du territoire, destiné dans un premier temps à interconnecter tous les équipements publics de l'EPT, dans un deuxième temps de pouvoir distribuer de l'Internet à très haut débit de manière résiliente et sécurisée, dans la mesure où on se positionne techniquement comme un opérateur Internet à l'échelle territoriale. Et nous avons constitué l'été dernier, enfin l'été 2019, notre propre fournisseur d'accès Internet sur lequel maintenant nous commençons à raccorder tous les sites de l'EPT. Ce réseau que vous voyez, qui a donc déjà commencé avec déjà un tronçon central qui relie Juvisy, Orly au data center d'Iliade situé à Vitry-sur-Seine. Cette année, nous avons engagé donc un deuxième tronçon, plutôt l'arc nord-ouest du territoire. Et sur la fin 2020, nous allons continuer pour arriver à petit constituer une boucle fibre qui sera destinée donc, outre interconnecter les équipements publics de l'EPT, de pouvoir être mutualisable et de proposer un accès à l'ensemble des villes qui souhaitent y participer à cette démarche. Et nous avons déjà quelques relations de travail, notamment autour de villes sur lesquelles nous partageons des équipements. Et je pense au premier chef, à la ville d'Arcueil, avec laquelle nous allons pouvoir co-mutualiser nos infrastructures pour assurer ce développement numérique. Voilà, donc j'ajouterai que ce projet qui va se dérouler sur environ, disons, 3 ans, a été financé et subventionné pour moitié par la métropole du Grand Paris. Donc pour conclure, je dirais que l'EPT, dans tous ses projets, et y compris dans son projet d'aménagement numérique de territoire, est devenu un réel acteur important à cette dimension-là vis-à-vis des principaux acteurs de l'aménagement numérique régional, voire national. Je peux citer notamment l'autorité de régulation, l'ARCEP, mais également les syndicats d'aménagement tels que le CIPEREC, qui regroupe plusieurs centaines de collectivités autour de Paris, mais également nous sommes positionnés comme un acteur et un interlocuteur des principaux opérateurs de télécom. Et en ce sens-là, nous disposons donc d'une ingénierie et d'une ingénierie que nous proposons de mettre à disposition auprès des villes de l'EPT, notamment pour aborder des technologies émergentes, au premier titre de laquelle la 5G, dont il a beaucoup été question cette semaine, et qui va être quelque chose qui pose vraiment des controverses et qui va devoir de toute manière impliquer notre voirie, qui va devoir aussi pouvoir nous permettre d'inventer, et notamment dans le cadre industriel, potentiellement de nouveaux usages, mais également pose, comme vous le savez, de nouveaux risques. Et donc l'EPT dispose d'une ingénierie qui va pouvoir accompagner tout ça, d'autant qu'on a déjà commencé à évoquer tout ça avec des opérateurs, au premier titre duquel Orange, pour le citer. Voilà, en quelques minutes, la présentation de notre stratégie de développement numérique. C'est vraiment très succinct. Merci pour cette présentation en un temps record. Est-ce que vous avez des questions sur ces dernières présentations, avant que je repasse la parole à M. Michel Leprêtre pour la conclusion ? Je vais vous censurer toutes et tous, d'abord parce que vous êtes de moins en moins nombreux. Alors, personne n'a fui la salle. Je veux me féliciter de l'écoute et de l'attention qui s'est vraiment imposée ce matin. Après, la longueur des interventions, la longueur des débats, et je ne fais grief à personne parce que je crois qu'on a partagé ensemble de la qualité, fait qu'on se retrouve avec une difficulté objective, c'est qu'on a une partie de la salle conséquente qui nous a quittés, et les élus nous ont quittés pour partir dans leur autre activité. Moi, je crois qu'on peut se féliciter de l'enjeu. Je vous le dis tout de suite pour que vous le notiez dans vos agendas. Cette réunion préfigure pour nous une réunion plus importante que nous organisons vers le 25 novembre,
ce sera un séminaire complet sur la question du projet de territoire. En fait, ce que nous voulions aujourd'hui, c'est vous donner à penser, à analyser ce qui est fait, et les présentations ont été suffisamment pédagogiques pour que chacun le comprenne. J'ouvre une parenthèse, nous allons travailler à un matériel, à un livret, peut-être à une expo pour faire partager ce que vous avez eu ce matin à écouter, à entendre et à voir, pour pouvoir vraiment saisir l'enrichissement que nous avons voulu vous donner. Mais si nous avons fait cela hier et aujourd'hui, c'est pour se donner les moyens d'aller plus loin. Et plus loin dans le service, je reviens au mot que j'ai employé hier, le service que nous voulons rendre à nos populations. Le service public que nous voulons rendre à nos populations. Vous savez, je m'excuse auprès de Thomas qui est le dernier intervenant, mais le sujet qu'il vient d'aborder, quand on parle numérique dans notre pays, c'est tout sauf service public. C'est très lucratif pour un certain nombre d'acteurs, mais c'est tout sauf service public. Et la bataille que nous menons au sein du territoire, c'est justement d'en faire une richesse de service public et une richesse pour une efficacité. Je m'arrête à cet exemple-là parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. J'ai noté d'ailleurs qu'un certain nombre d'élus qui ne sont pas toujours les plus engagés dans l'intercommunalité, aujourd'hui ouvrent les oreilles de manière différente parce qu'on est capable de montrer un bilan et un travail du territoire. Voilà. Vraiment, je veux remercier tous les intervenants, les intervenantes et les intervenants pour ce qu'ils nous ont donné à voir et ce qu'ils nous ont donné à partager. Mais mesurons ensemble, on va y travailler d'ici le séminaire du mois de novembre. Aidez-nous à ce que vos élus participent, à ce que vos services participent, pour qu'on partage, et pas pour qu'on dise prenez tous et on est les meilleurs, mais pour comment on crée une dynamique, une dialectique qui nous permet de travailler et d'enrichir des projets qui sont des projets qui donneront une dynamique au territoire. Voilà, moi je ne vais pas vous embêter plus longtemps, je tiens à remercier tous ceux qui ont permis ces 2 journées, la ville d'Athis avec cette salle, les services de l'EPT avec la direction générale, je pense à Antoine Valbon, le directeur général, mais toute la DGA, je pense à Stéphanie, l'assistante d'Antoine et de la DGA, qui nous a beaucoup aidés. Je pense aux services, alors que je vais encore me tromper sur l'appellation, les moyens généraux, c'est comme ça, hein, service des moyens généraux. Je pense à tous ceux qui nous ont vraiment permis de faire cette initiative. Vous savez, avec l'épidémie que nous traversons, que notre pays traverse comme le monde entier aujourd'hui, on se pose à chaque fois la question, à chaque fois qu'on veut organiser une réunion. Parce qu'il faut savoir, est-ce qu'on sera 10, est-ce qu'on sera 20, est-ce qu'on sera 100 ? Il faut qu'on jauge tout ça. On avait cherché un lieu pour être le plus à l'aise et le moins en risque possible. Et bien, c'est tant mieux si on a eu plus de place qu'il nous en fallait. Voilà, je vérifie parce que sinon je vais me faire gronder si j'ai oublié de dire quelque chose. Les moyens généraux, le service communication Noémie, bien évidemment, vous avez remarqué, elle est restée debout pendant 3 heures. Je crois qu'on peut la saluer. Merci à toutes, à tous. Bon appétit pour ceux qui ont encore le temps de manger cet après-midi. Merci aux élus qui ont participé jusqu'au bout. Et puis, donc, rendez-vous dans les prochaines semaines pour certaines thématiques de travail que j'ai déjà citées et travailler aux perspectives d'améliorer et de développer notre territoire. Bon après-midi.